Comment bien préparer sa transmission, comment bien préparer son patrimoine pour la suite, et notamment lorsque l'on veut le transmettre à ses enfants ou autres. C'est un sujet que l'on va aborder à présent avec Roxane Gillard. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Parlons Placement. Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine chez RS. Alors c'est vrai que le sujet de la transmission, il est très médiatique, très médiatisé. On en parle beaucoup. Concrètement, question peut-être basique, mais à quel âge est-ce qu'il faut commencer à s'intéresser à la transmission de son patrimoine ? Alors, en règle générale, la première réponse qu'on fait à nos clients, c'est il n'y a pas de moment, le plus tôt c'est le mieux en fait, très concrètement. Contrairement à une idée reçue, ça ne s'adresse pas forcément aux retraités ni aux gens qui ont un grand patrimoine. En règle générale, c'est plutôt des événements liés à la vie courante que l'on a, un achat immobilier, un mariage, l'arrivée des enfants ou même tout simplement l'ouverture d'un contrat d'assurance vie par exemple. Le mieux, c'est tout simplement de l'anticiper, donc il n'y a pas de moment opportun, mais dans tous les cas, on considère qu'il faut toujours se lancer assez en amont, puisqu'il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, dans le cadre d'une succession, on a seulement un abattement de 100 000 € entre un parent et un enfant. Ça peut aller très vite. Une fois qu'on dépasse ce plafond des 100 000 €, on arrive tout de suite dans une tranche d'imposition qui peut aller de 5 à 45 %. D'accord. Donc, le mieux, c'est plutôt de réaliser des donations en amont. Ça permet d'utiliser un abattement de 100 000 € par parent et par enfant, mais c'est surtout, dans le cadre des donations, un abattement qui vient se renouveler tous les 15 ans. Donc le plus tôt c'est le mieux, tout simplement pour utiliser en fait tous ces cycles de donation qui s'offrent à nous. Donc dès qu'on a des enfants, commencer effectivement à anticiper la transmission. Alors il faut aussi avoir un patrimoine à transmettre, bien sûr, ou en tout cas avoir la volonté de transmettre le patrimoine qu'on a. Est-ce qu'il y a une erreur qui revient fréquemment dans les clients que vous accompagnez sur laquelle vous voudriez alerter aujourd'hui ? Eh bien effectivement, la première erreur et l'erreur la plus commune, c'est de ne rien faire. Tout simplement, on a beaucoup de familles aujourd'hui que l'on rencontre qui sont persuadées que tout se fera au moment de la succession, de manière un peu fataliste. C'est trop tard quand on arrive au moment de la succession ? Disons que ça vient mettre beaucoup de choses qui compliquent un peu ce genre de situation. Dans le cadre d'une succession, on va pouvoir prendre des décisions des fois un peu dans l'urgence, pas forcément en faveur du patrimoine. Et puis même, sans préoccuper, on va créer des situations qui ne sont pas très confortables. Typiquement, je viens décéder, j'ai des enfants, ils vont potentiellement se retrouver en indivision pour pouvoir gérer des biens, ce qui nécessite que tout le monde soit d'accord pour pouvoir les gérer de la même manière. Et si ce n'est pas le cas, ça peut créer des tensions. L'autre sujet que l'on va rencontrer et qui est surtout un point à ne pas négliger, c'est tout simplement la protection du conjoint. Est-ce qu'à aujourd'hui, si je viens à disparaître, mon conjoint est suffisamment protégé ? Est-ce que je ne viens pas déséquilibrer mon foyer ? Ça, c'est souvent une question qui est un peu minimisée. Donc ne rien faire, c'est une erreur effectivement que vous rencontrez régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs ou d'autres écueils que vous constatez souvent ? Alors non, pas en réalité, puisqu'il y a vraiment ces deux choses principales qui sont soit de ne rien faire, soit de considérer effectivement qu'on a le temps de le faire et s'y prendre un peu tard. D'accord. On attend en fait d'avoir un patrimoine élevé avant de se poser la question, c'est ça ? Aujourd'hui, oui, la plupart des gens font ça. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors justement, si on a entendu votre message et si on a entendu effectivement le fait qu'il faut commencer le plus tôt possible, peut-être un mot sur la protection du conjoint. Quels sont les principaux leviers sur sa protection pour avoir la protection la plus optimale possible ? Eh bien, effectivement, c'est une question qui revient beaucoup pour nos clients. C'est vraiment, quelque part, le point clé un peu. Tout dépend de la situation. Si on est, ne serait-ce que pacsé, par exemple, surtout pensez à bien faire un testament, de pouvoir anticiper ça, puisque si on ne le fait pas, il faut savoir que le partenaire de Pacs n'est pas un héritier en soi. Le risque, c'est de se retrouver en indivision avec ses beaux-parents. Alors, quand même, on peut avoir de très bonnes relations avec ses beaux-parents, c'était pas le problème. Pas l'idéal, exactement. Également, quand on est marié, une chose vraiment très simple, c'est sous quel régime je me marie ? Est-ce que je pars sur un régime de communauté, un régime séparatiste ? C'est la première des questions qui peut se poser. Bien sûr. Et puis bien sûr, après, on a tout un tas d'options quelque part qu'on peut ajouter à son contrat de mariage. La plus connue, c'est la donation entre époux, donation au dernier vivant, où là, on vient vraiment augmenter pleinement les droits du conjoint, lui laisser plus de possibilités pour le mettre à l'abri. Et puis, il existe bien sûr d'autres choses un peu moins connues, la clause de préciput par exemple. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la clause de préciput, c'est tout simplement, sur un bien commun, faire en sorte que ce bien soit réputé propre pour le conjoint survivant. En fait, on vient le prélever avant la succession, sans contrepartie aucune, mais au moins ça lui permet de pouvoir en bénéficier. Et puis de plus en plus, et heureusement d'ailleurs les gens commencent à en avoir conscience, un dernier point que nous on met beaucoup en avant aussi, c'est ne serait-ce que le démembrement de propriété qui permet
un peu de faire l'entre-deux. Le démembrement de propriété, pour situer un peu pour ceux qui nous écoutent, si je prends un peu le parallèle sur un bien immobilier locatif... Oui. C'est l'usufruit, la nue propriété. Exactement. Pour être plein propriétaire, il faut l'usufruit, la nue propriété. Donc la nue propriété, si je veux schématiser, c'est les murs. L'usufruit, le droit de pouvoir en jouir de ce bien ou même de pouvoir percevoir les revenus. En faisant une donation, ce qu'on appelle en nue propriété à ses enfants, on va venir transmettre les murs, mais on ne va considérer de valeur de donation qu'une fraction de la valeur réelle de ce bien. D'accord. Typiquement, pour vous situer, vous donner un exemple de l'intérêt, j'ai 75 ans, je vais transmettre la nue propriété, eh bien, je ne vais prendre en compte que 70% de ma valeur du bien et pour autant, je conserve l'usufruit pour le conjoint survivant, lui permettre, si c'est un bien locatif, de continuer à percevoir les loyers et garder surtout son train de vie actuel. Dans les outils qu'on peut utiliser, alors au-delà de la simple protection du conjoint, mais pour anticiper sa transmission, il y a souvent l'assurance vie qui est mise en avant, notamment pour les aspects fiscaux. Est-ce que c'est l'outil le plus efficace aujourd'hui ? C'est vrai que l'assurance vie, c'est un peu le couteau suisse français, à la fois pour la partie épargne, puisque c'est un contrat d'épargne qui est assez plébiscité, et puis surtout pour l'aspect transmission. Aujourd'hui, on est libre de désigner les bénéficiaires que l'on souhaite. Pour peu que l'on fasse des versements avant 70 ans, on a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire que l'on peut prévoir, et en plus de ça, on peut la moduler, cette clause bénéficiaire. Là encore, n'attendez pas de pouvoir revoir vos clauses bénéficiaires, rien de pire qu'une clause standard. Typiquement, dans quoi ça peut être intéressant, et je reviens un peu sur la protection du conjoint, c'est qu'on peut nommer des différents rangs de bénéficiaires. D'accord. Une personne qui souhaite par exemple protéger son foyer peut, dans un premier temps, en premier rang, nommer son conjoint, y inclure des notions de représentation et surtout de renonciation pour que si demain le conjoint n'a pas besoin de récupérer l'entièreté du contrat, il puisse se désister, en tout cas renoncer à une partie du contrat pour que ce soit transmis aux bénéficiaires de second rang, souvent les enfants, pour qu'ils puissent eux-mêmes à leur tour bénéficier des 152 500 € par bénéficiaire, autant pas en privé. Et si on fait attention à la clause bénéficiaire, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à la revoir régulièrement, puisque les situations de vie changent aussi. Et oui, exactement. Souvent, on vous conseille à chaque événement significatif de votre vie, un mariage, des naissances, de pouvoir la revoir. Et si vous avez un doute, rien de mieux que de regarder dans votre contrat, savoir où on en est. Et de demander conseil aussi. Pour les chefs d'entreprise, est-ce que là, il y a des dispositions particulières pour transmettre son patrimoine ? Exactement. Alors, les chefs d'entreprise, c'est vrai que c'est un sujet souvent complexe. En règle générale, l'entreprise en elle-même représente une part assez prépondérante dans le patrimoine du dirigeant, ce qui fait que c'est un peu un double couperet, puisque à la fois on va avoir potentiellement une transmission très coûteuse, très onéreuse pour les héritiers, et en plus de ça, si on ne s'y prend pas en amont, on risque surtout de mettre en péril toute la survie de l'entreprise. Si l'objectif, c'est de pouvoir transmettre cette entreprise à ses enfants, le plus simple, c'est de pouvoir avoir recours à des dispositifs comme le Pacte Dutreil, ne serait-ce que ça. Ouais. Tant qu'il existe. Voilà, tant qu'il existe. Le Pacte Dutreil, ça permet surtout, alors sous condition bien sûr, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le faire assez en amont et de ne pas attendre le dernier moment, mais ça permet sous condition de pouvoir transmettre jusqu'à 75% de la valeur des titres, en exonération effectivement de fiscalité. Alors, à ça, plusieurs conditions, je le disais. Des conditions de détention de titres, effectivement, et surtout de reprise de l'entreprise par un des enfants. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même de pouvoir ne pas passer outre, puisque c'est quand même un point assez central du patrimoine de nos chefs d'entreprise. Et qui prend du temps, donc d'où l'intérêt de l'anticiper. Ça se compte en années, la préparation de la transmission d'une entreprise. Exactement. Et en plus, dans le cas de stratégie familiale, ça peut être plus compliqué encore. Un mot pour terminer rapidement, Roxane. Quel est le conseil que vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent si ils ou elles n'ont pas encore commencé à anticiper leur transmission? Eh bien, tout simplement, quelque part, de se lancer. Alors, oui, la transmission, ça peut faire un peu peur, c'est technique, les aspects fiscaux ne sont pas tout à fait ce qu'on préfère parfois, mais c'est avant tout un projet qui doit être un projet familial. La première question à se poser, c'est surtout quels sont mes objectifs? Est-ce que j'ai un cahier des charges relatif à ces objectifs? Et de prendre contact avec ses conseillers habituels, un conseiller en gestion de patrimoine, notaire par exemple, mais le but, c'est vraiment de pouvoir organiser la suite, s'assurer qu'on protège bien ses proches, transmettre dans des bonnes conditions le patrimoine qu'on aura acquis tout au long de sa vie. Merci Roxane Gillard de nous avoir accompagnés dans la première partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes conseillère en gestion de patrimoine, et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec l'invité placement.